La vie trouve son origine dans l'eau, ou du moins, c'est ce que nous avons toujours entendu. En réalité, elle aurait bien pu démarrer dans la glace. Nous savons que tout a commencé il y a plus de 3 milliards d'années, avec de simples microbes. Et cela évolue depuis. Toutefois, il existe de nombreuses théories sur la manière exacte dont cela a pu se passer. Peut-être que ce n'était pas la chaleur, mais le froid qui était au commencement de tout. Les cellules ont été les premières formes de vie microscopiques. Mais avant que nous ayons des cellules pleinement développées, il y existait des choses plus simples qui ne pouvaient pas survivre seules. Certains composés chimiques essentiels à la vie, comme les acides aminés, flottent généralement dans l'eau en petite quantité. D'abord, ces cellules avaient besoin de quelque chose pour les aider à rester ensemble sans se disperser partout. Autrement, elles se seraient perdues dans la mer. Et deuxièmement, elles devaient se regrouper pour former des choses plus complexes. De plus, lorsqu'elles ont commencé à se constituer en groupe, elles ont entamé le processus d'évolution. Elles ont choisi les molécules les plus à même d'effectuer des tâches spécifiques et ont éjecté les défectueuses. Sans cette organisation, les réplicateurs les plus rapides, ou parasites, auraient pris le dessus. Il y a plusieurs façons dont la vie pouvait s'organiser. Il y a 3 milliards d'années, les océans étaient recouverts de glace. Et il s'est avéré que certaines substances chimiques importantes pour la vie, comme les acides aminés et les acides nucléiques, étaient plus stables à des températures froides. Lorsque l'eau gèle, ces substances chimiques qui se trouvent dans les océans sont agglutinées, facilitant ainsi l'apparition de la vie. Ou peut-être que ce qui les a aidés était des endroits assez particuliers, connus sous le nom de cheminées hydrothermales. Imaginez les parties les plus profondes et les plus sombres du fond de l'océan, où l'eau chaude jaillit des fissures de la croûte terrestre. La vie aurait pu commencer juste là, dans ces conditions extrêmes. Ces cheminées rejettent des éléments importants comme le carbone et l'hydrogène, qui sont cruciaux pour la vie. Lorsque l'eau surchauffée traverse la croûte terrestre, elle récupère d'autres éléments importants, comme les minéraux. Quand elle finit par jaillir des évents, elle crée une sorte de soupe riche en composés chimiques. Dans les crevasses rocheuses autour de ces cheminées, toutes ces molécules auraient pu se rassembler et produire les premiers signes de vie. L'environnement chaud et riche en minéraux aura agi comme une sorte de cuisine pour concocter les premières recettes d'êtres vivants jamais réalisées. Aujourd'hui encore, ces évents abritent de riches écosystèmes, montrant que la vie peut prospérer dans des conditions extrêmes. Les anciens mythes évoquent aussi l'apparition de la vie à partir d'argile. Il s'avère que cette notion a aussi une base scientifique. Imaginez de minuscules particules de glaise, comme de petits grains de sable qui s'agglutinent de manière structurée. À mesure qu'elles grandissent, elles conservent leur forme originale intacte. Elles forment des amas de plus en plus grands, lesquels deviennent une sorte de patchwork, des amas d'argile avec de minuscules trous à l'intérieur. Chaque patch peut être exposé à des facteurs variés dans son environnement, comme différentes substances ou produits chimiques. Lorsque ces molécules extérieures traversent l'argile, elles se retrouvent piégées en cours de route. Une fois piégées, ces molécules s'organisent selon des schémas spécifiques à l'intérieur de l'argile. Ce processus est comparé à la manière dont nos gènes s'organisent. Tout comme les gènes indiquent à nos corps comment agencer ces différentes parties, les parcelles d'argile organisent les molécules. Cette théorie a été formulée dans les années 80, bien qu'elle ait été très controversée à l'époque. Nous avons besoin de plus de recherches pour déterminer sa véracité. Les Grecs anciens pourraient bien en avoir vu juste quand ils ont proclamé que nous avions tous vu le jour par la foudre de Zeus. La vie elle-même est une réaction chimique, et elle a besoin d'énergie. Sans énergie, rien ne se passe. Les cellules sont les éléments constitutifs de la vie. Vous pouvez concevoir ces cellules comme de minuscules usines bourdonnantes d'activité, travaillant constamment pour vous maintenir en vie. Tout comme chaque usine a besoin d'une source d'énergie pour maintenir ses machines en fonctionnement, elles aussi ont besoin d'énergie pour accomplir leur travail. Dans le monde cellulaire, cette source d'énergie est appelée ATP, qui est l'acronyme d'adénosine triphosphate. C'est une molécule organique. Il existe également des générateurs de secours avec des noms compliqués tels que les thioesters, les phosphates d'acyle et les ferridoxines réduites. Ils fonctionnent essentiellement comme des coups de boost supplémentaires. Lorsque la vie a commencé, elle avait besoin d'énergie pour fabriquer des éléments complexes comme des protéines et de l'ADN. À l'époque,
Cette énergie provenait de l'environnement. Ce pouvait être la lumière, la chaleur, les composés chimiques, ou même la foudre. Ce coup de foudre aurait pu déclencher la vie. Dans les années 50, des chercheurs ont réalisé une expérimentation appelée l'expérience de Miller-Urey. Ils ont soumis un mélange de gaz reproduisant l'atmosphère terrestre primitive à des décharges électriques. Tout à coup, cela a provoqué l'apparition d'acides aminés et de sucre, les éléments de base de la vie. Tous les êtres vivants partagent un code spécial, qui n'est autre que leur ADN, ou code génétique. C'est l'un des éléments les plus anciens et les plus importants de la vie. Et nous pensons que ce code existait également dans les toutes premières formes organiques. Ce code est assez délicat. Il implique d'agencer les bons blocs de construction, ou acides aminés, dans le bon ordre. Et il existe des molécules spéciales, appelées ARNT et ARNM, qui participent à ce processus. La version initiale de ce code était probablement plus simple que ce que nous possédons maintenant. Elle aurait peut-être généré des instructions plus courtes, comme l'utilisation de seulement 2 lettres au lieu de 3. Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment l'ADN est apparu pour la première fois. Certains pensent qu'il aurait pu se produire en parallèle du métabolisme, au cours duquel certaines molécules auraient aidé à assembler les bons éléments constitutifs de la vie. Aujourd'hui, on pense que le secret de la formation de l'ADN et des protéines réside dans l'étude de l'acide ribonucléique. L'ARN est un facteur polyvalent, une molécule capable d'accomplir certaines des tâches de l'ADN et des protéines. Dans un lointain passé, il aurait pu tenir le premier rôle avant que l'ADN et les protéines ne prennent le relais. Et même s'ils sont les acteurs principaux à présent, l'ARN remplit toujours un rôle important pour les êtres vivants. Ainsi, il peut activer et désactiver certains gènes, contrôlant ainsi le comportement des cellules. Mais alors vient la question suivante. Comment l'ARN a-t-il vu le jour? Eh bien, il nous faut rechercher des origines encore plus simples. Les ARN sont de grosses molécules complexes, mais la vie aurait pu commencer avec des molécules plus petites, se heurtant les unes aux autres et déclenchant des réactions chimiques. Ces réactions auraient pu se produire à l'intérieur de petites capsules, agissant comme des membranes cellulaires. Avec le temps, elles auraient pu évoluer en structures plus complexes et plus à même d'accomplir leur travail. En d'autres termes, la vie aurait pu commencer avec une recette très basique, à laquelle se seraient ajoutés davantage d'ingrédients petit à petit. Chaque être vivant est composé de carbone. Le carbone est un composant essentiel de la vie. C'est la substance qui constitue les molécules. Et celles-ci forment les cellules, les tissus et les organes. La Terre était très différente il y a plusieurs milliards d'années. Il n'y avait pas de plantes ou d'arbres, et l'air était également très différent. Au lieu de l'oxygène que nous respirons maintenant s'y trouvaient des gaz comme l'hydrogène, l'azote, le sulfure d'hydrogène, et bien entendu, le dioxyde de carbone, ou CO2, qui contenait le fameux carbone. Dans cet ancien monde, la vie aurait pu commencer de telle manière que les organismes n'avaient pas à se nourrir d'autres organismes pour acquérir de l'énergie. Peut-être qu'ils produisaient leurs propres nutriments à partir de ces composés chimiques simples. Ils auraient pu consommer du dioxyde de carbone, un peu comme le font les plantes aujourd'hui, et c'est de là qu'ils auraient tiré leur carbone. Nous appelons cela l'origine autotrophe. On pense que certains métaux, comme le fer et le nickel, ainsi que les minéraux les contenant, ont pu jouer un rôle majeur dans ce processus. Ces éléments auraient agi comme des auxiliaires, aidant à produire des réactions chimiques nécessaires au commencement de la vie. Ils étaient présents partout sur la Terre à cette époque, en particulier dans les endroits où il n'y avait pas beaucoup d'oxygène. Et enfin, nous avons une théorie bizarre selon laquelle la vie n'aurait pas du tout commencé sur Terre. Elle aurait pu nous être apportée d'ailleurs. Des roches de Mars sont parfois propulsées dans l'espace par de grandes collisions cosmiques. Certaines de ces roches ont atterri sur Terre, transportant avec elles de minuscules microbes. Il se peut donc que pendant que nous cherchons de la vie sur Mars, c'est bien la planète rouge qui aurait initié notre propre existence. Ou peut-être que ce n'était pas Mars. D'autres suggèrent que la vie aurait pu voyager sur des comètes provenant d'autres systèmes stellaires, sillonnant l'espace jusqu'à ce qu'elles atterrissent ici. Mais si la vie venait d'ailleurs, cela soulèverait encore plus de questions. Par exemple,
comment la vie aurait-elle commencé dans l'espace en premier lieu. C'est pourquoi les scientifiques sont un peu sceptiques au sujet de ce concept, que l'on appelle la panspermie.